Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, Philippe Juvin, qui est, on le sait, député LR des Hauts-de-Seine et chef du service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou. Philippe Juvin, bonjour. Bonjour. Nous allons beaucoup parler de la situation politique de François Bayrou, du budget. Nous allons parler d'autres sujets. Santé, avec notamment, la mortalité infantile, parce que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Philippe Juvin, mais je voudrais commencer avec la fin de vie, la proposition de loi relative à la fin de vie, création d'un droit à l'aide à mourir, adoption du texte vendredi, texte général vendredi en commission. Je voudrais regarder l'article 4 de cette loi. Que dit-il ? Je l'ai sous les yeux, là. Vous l'avez sous les yeux. Plus de 18 ans. Ils ont plus de 18 ans. Ils souffrent d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale et présentant une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable selon la personne lorsqu'elle a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter de recevoir un traitement. Là, c'est possible. Ouais. Alors, dans ces conditions, c'est possible. C'est possible, ça signifie en pratique. Qu'est-ce que ça signifie c'est-à-dire l'euthanasie, dites-le. L'euthanasie, c'est-à-dire l'injection ou l'administration d'un produit létal. Ça signifie que si vous le traduisez ainsi, c'est ouvert à des gens qui potentiellement ont plusieurs années à vivre. Et je vous donne l'exemple le plus connu, c'est celui de l'insuffisant rénal qui est dialysé. Vous savez, il y a des gens dont le rein ne fonctionne pas. 100 000 personnes en France en attente de greffe, ou qui seront d'ailleurs jamais greffés pour certains, malheureusement. Et ils ont une affection grave et incurable. C'est incurable. Oui. Ça engage le pronostic vital. Vous arrêtez la greffe, vous mourrez en quelques semaines. Vous arrêtez la dialyse, vous mourrez en quelques semaines. C'est en phase terminale par définition, c'est la définition. Et puis, si vous avez une souffrance psychologique intolérable, mais c'est vous-même qui l'a jugé, vous pouvez demander l'euthanasie. Donc ça signifie qu'on nous avait vendu une loi sur la fin de vie. D'ailleurs, c'est le titre. Oui, bien sûr. Mais ça va s'adresser à des gens qui ne sont pas en fin de vie. C'est ça que je veux que vous compreniez. Et j'ai donné aussi le deuxième exemple. Une femme avec une quarantaine d'années avec un cancer du sein métastasé aux os d'emblée, elle peut avoir plusieurs années à vivre avec les nouvelles immunothérapies. Et donc c'est une loi sur la fin de vie qui n'est pas sur la fin de vie. Vous dites que on propose à travers cette loi la mort à des personnes qui ne sont pas en fin de vie. Mais c'est exactement ça. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a un an, il y a eu un premier texte, il y a un an, qui parlait de pronostic vital à court terme. Donc là, effectivement, on était à fin de vie. Ou à moyen terme, à l'époque, et là, il y avait un débat parce qu'on ne sait pas ce que ça signifie. Bon, déjà, c'était un peu bancal, mais ce pronostic vital à court terme a disparu de la loi. On est désormais sur autre chose. Oui, mais Philippe Juvin, le patient définit lui-même si sa souffrance psychologique ou physique est insupportable. Absolument. C'est bien ça. Mais en fait, il y a deux débats. Oui. On est pour ou contre l'euthanasie. Moi, je suis contre, on va peut-être en parler. Oui. Et le deuxième débat, c'est ce que nous avons tous les deux là actuellement, c'est à qui s'adresse cette loi. Cette loi, il est faux de dire que c'est sur la fin de vie. Ça pourra s'adresser à des gens qui ne sont pas en fin de vie. C'est la raison pour laquelle vous ne la voterez pas ? Oui, ça c'est certain. Mais il y a d'autres raisons. L'autre raison, quelles autres raisons ? Par exemple, la décision est assez expéditive, puisque, en gros, entre le moment où vous verrez le médecin, où vous demanderez l'euthanasie, et celui-ci vous examinera, prendra la décision, il y aura entre 0 et 17 jours. Oui. Autrement dit, Monsieur Bourdin, il sera plus facile d'obtenir l'euthanasie qu'une consultation contre la douleur. Une consultation contre la douleur, aujourd'hui, dans certains départements, c'est 6 mois d'attente. En fait, l'euthanasie, ça sera plus rapide à avoir. Moi, ma réponse, c'est quoi ? Vous savez, je suis médecin, j'ai vu des gens mourir, j'en vois, et j'aide des gens à mourir au sens où je leur donne des médicaments pour qu'il n'y ait pas de nausée, pas de douleur, mais je ne provoque pas intentionnellement la mort. Vous avez aidé des patients tous les soignants accompagne, aide à mourir au sens où... Vous saviez que le patient allait mourir. Mais absolument, c'était des gens en fin de vie. Et on les aide au sens où on leur donne une aide pour ne pas avoir mal, pour ne pas avoir de nausées. Mais on n'administre pas la mort. Vous n'avez jamais donné de produit létal ? Si, avant les soins palliatifs, il y a 35 ans. Avant que nous ayons les unités de soins palliatifs, avant la loi Leonetti,
on administrait ce qu'on appelait des cocktails lithiques aux gens. Ça, c'est fini depuis 35 ans. Depuis on les aidait à mourir, quoi. On les aidait à mourir. On accélérait leur mort. Ça, on ne le fait plus depuis une trentaine d'années parce qu'on a des alternatives, parce qu'on a les soins palliatifs, parce qu'on a la capacité à calmer les douleurs psychologiques et physiques. Or, et donc c'est pour ça que c'est la bonne réponse face à une douleur. Et il y a des douleurs. C'est quoi ? C'est calmer les douleurs, c'est aider les gens. Je vais vous donner une statistique. Quand les patients en fin de vie entrent dans une unité de soins palliatifs, 3% d'entre eux demandent à mourir. Ils vous disent le premier jour, moi je veux que vous m'administriez quelque chose. Alors qu'ils savent que c'est pas possible. J'en peux plus. S'il vous plaît, mettez fin à mes jours. 3%. 7 jours plus tard, ils ne sont plus que 0,3%, 10 fois moins. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il y en avait 3% ? Pourquoi il n'y en a plus que 0,3% ? Qu'est-ce qui s'est passé en 7 jours qui fait qu'ils n'ont plus envie qu'on leur donne la mort ? C'est simplement qu'on a apporté des réponses à leurs demandes. Moi, ce que je sais, c'est quand vous apportez des réponses brèves. Des réponses... Mais c'est important, vous savez, les derniers jours... On a prolongé leur vie de quelques jours, peut-être. On l'a rendu plus confortable, moins inconfortable. Exactement. Oui. En fait, les gens veulent pas quoi ? Ils veulent pas l'acharnement thérapeutique, ça, on n'en fait plus. Vraiment, on n'en fait plus. Vraiment ? Oui, on vous met plus en réanimation comme on faisait avant, alors qu'on sait que ça va pas servir à grand-chose. Ça, c'est fini, vraiment. D'ailleurs, c'est interdit par la loi. Et deuxièmement, ils ne veulent pas souffrir, ni physiquement, ni psychologiquement. Il faut aider à ce qu'ils ne souffrent pas. Or, la réponse qui est faite, c'est de dire, vous souffrez, la réponse, c'est l'euthanasie. Moi, je crois que la réponse d'une société civilisée, c'est de faire en sorte que les gens ne souffrent pas. Et vous savez, quand vraiment vous souffrez terriblement physiquement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Et la loi nous le permet. On vous endort. Ça s'appelle la sédation profonde. C'est quoi en fait ? C'est une anesthésie générale. Et moi, cette anesthésie générale, en tant que médecin, je l'ai faite plusieurs fois, y compris à des proches, à des très proches, monsieur Bourdin. Mais je la fais très régulièrement dans mon service à des patients qui souffrent beaucoup. On les endort pour qu'ils n'aient pas mal. On les endort définitivement. Exactement, et on les endort, et ils vont peu à peu s'éteindre. C'est comme ça que ça se passe. Mais on ne les tue pas. Alors les défenseurs de cette loi nous disent et le respect de la volonté du patient. De la liberté du patient. De la liberté ils nous disent, moi je suis libre de décider ce que je veux. C'est un argument qui est très intéressant et qui n'est pas nul, bien sûr. Mais je vous réponds, est-ce qu'on est toujours libre ? Quand on a une dépression sévère, est-ce qu'on est libre ? Les psychiatres le savent bien, évidemment. Quand on n'a pas Omar Sy pour vous pousser votre fauteuil roulant, vous savez, ce fameux film. Oui. Quand on est tout seul et que personne n'est là pour vous aider à vous laver, à manger, à vous déplacer, quand vous êtes coincé dans votre petit appartement où quelqu'un va passer une fois par jour, quand vous êtes une personne âgée dans un EHPAD où personne ne vient vous voir de toute l'année, est-ce que vous êtes vraiment libre ? On voit bien que dans l'Oregon, qui est un État nord-américain où l'euthanasie et le suicide assisté a été légalisé, ce sont d'abord les pauvres qui en bénéficient, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes pauvre et seul, vous êtes moins libre de votre choix, en fait, que quand vous êtes entouré et riche. Dernière chose, en commission, les députés ont adopté un amendement qui accorde à la personne qui souhaite recevoir l'aide à mourir la liberté de choisir entre auto-administration du produit létal et administration par un médecin ou un infirmier ou une infirmière. Exactement. Pour que les gens comprennent, avant la loi disait la règle, ça va être qu'on vous donne une petite pilule et vous la prenez chez vous tranquillement. D'ailleurs, dans l'Oregon, c'est ça qui se passe, et la moitié des gens ne l'avalent pas, finalement, la pilule. Ils la mettent dans la table de nuit, ils ne l'avalent pas. Mais ils la gardent. Ils la gardent au chaud, tant qu'ils ne la donnent pas à leur belle-mère, c'est bien, vous voyez, mais... Oui, bon. Et en fait, la loi va permettre, en tout cas c'est l'amendement qui a été adopté, c'est que vous vous disiez non, moi je veux pas avaler le truc, je veux que ça soit un infirmier ou un médecin qui le donne. Ça, j'y suis totalement opposé. Pourquoi ? Parce que la main qui soigne ne doit pas être la main qui tue. Quand j'entre dans une chambre en blouse blanche, je ne veux pas que la personne donc il est mieux de se poser la question, tiens, est-ce que c'est le moment ? Pourquoi il entre ? Donc il est mieux de donner la petite pilule et chacun s'auto-administre. Dans un système imparfait, je pense que le système de l'Oregon est probablement moins pire, parce que vous avez la possibilité de revenir plus facilement sur votre décision.
Bien, Philippe Juvin, je voudrais parler d'autre chose. Encore une fois, ce n'est pas très gai, mais bon, il y a une augmentation régulière, pas très forte, mais régulière, de la mortalité infantile en France. Oui. Et nous sommes devenus le 23e État sur 27 de l'Union européenne où le taux de mortalité infantile est le plus élevé. Pourquoi cela, vous pensez ? La mortalité infantile, que les gens comprennent, c'est la mort d'un enfant entre la naissance et la première année de vie. Et la première année. Et la moitié, c'est durant la première semaine. Pourquoi ? Oui. En fait, on ne sait pas. Pourquoi ? Parce qu'en France, on n'enregistre pas tous ces décès ainsi que leurs causes. On a des hypothèses. La première hypothèse, ce sont des pathologies liées à la maman. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, il y a un travail qui a été publié qui montre que la moitié de la mortalité infantile est chez des femmes obèses. Donc l'obésité de la femme, le tabac, 17% des femmes continuent à fumer durant le 3e trimestre de grossesse. L'alcool, mais aussi peut-être la prématurité. Et puis il y a multiples causes qui peuvent être liées aux conditions sociales, aux conditions d'environnement de l'enfant. Vous connaissez cette entité nosologique particulière qu'on appelle la mort subite du nourrisson. Oui. On a diminué cette mort subite quand on a donné des conseils de placement. Je le répète parce que un bébé, ça doit être couché sur le dos et pas sur le ventre, dans une turbulette, pas de doudou, pas d'animaux et pas dans le lit des parents. Oui, bah ça... Quand vous regardez les couches, vous avez raison, les couches qui sont vendues sur la photo, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un petit bébé très mignon qui est plutôt sur le ventre et qui fait dodo avec son papa. Eh bien ça, c'est interdit. Pas de bébé dans le lit des parents parce que tout simplement les parents crevés, fatigués, s'endorment et puis étouffent le bébé. C'est pas ce qui peut se passer. Évidemment. Autre chose, puis je vais changer de sujet, on va parler politique un petit peu. Vous avez vu ces plaintes de veufs ou veuves de soignants, de médecins, d'infirmières, enfin bon, qui déposent plainte contre l'État, contre plusieurs ministres. Pourquoi ? Harcèlement moral et homicide involontaire. Le nombre de suicides à l'hôpital en augmentation, là encore. Pourquoi ? Les conditions de travail sont dégradées dans les hôpitaux publics, Philippe Juvin ? C'est tout un tas de facteurs. Il est évident qu'il n'y a pas un seul hôpital en France où les postes soient tous pourvus. Pas un seul. Voilà. On a un problème d'encadrement. Deuxièmement, nous avons un métier qui est dur parce qu'on voit les gens mourir, on voit les gens souffrir. Dans un monde policé qui est le monde de TikTok, où tout le monde est beau, tout le monde est performant, eh bien, vous voyez des gens qui souffrent. Et c'est vrai qu'on a une génération d'hommes et de femmes qui se lancent dans des carrières médicales et qui ne sont pas prêts à voir cette souffrance. Sorte de décalage brutal entre une réalité qui est la réalité de la vie, avec toute sa dureté, et une vie qu'on veut sublimer. On a des métiers qui sont à part, et les soignants, il faut en prendre soin. Et on dit souvent il n'y a pas assez de soignants, etc. Mais il n'y a pas assez de soignants parce qu'il y a beaucoup de soignants qui arrêtent de travailler parce que c'est dur. On considère en France qu'il y aurait 100 000 infirmières formées, diplômées, qui ne pratiqueraient pas la médecine. Ça pose quand même une question folle, entre 80 et 100 000. Bien, Philippe Juvin, parlons de politique. Vous êtes député LR, François Bayrou est impopulaire. Est-ce que la censure comme tous menace... les premiers ministres. Oui, comme tous les premiers ministres, mais est-ce que la censure menace ? Oui, je crois que la censure menace parce que... LR pourrait censurer ? Enfin, en tout cas, moi, je n'en fais pas partie, mais de vous ceux ne voulez qui pas de censure. Non, parce que je pense que la censure, c'est quoi ? C'est le chaos aujourd'hui. On voit bien, le pays n'a pas besoin de ça. Mais bien sûr, la censure menace parce que la coalition gouvernementale est fragile. Et elle est d'autant plus fragile que on met sur la table des lois qui ne font pas l'unanimité au sein même de cette famille. Vous parliez de la loi euthanasie. Il est très clair qu'au sein de notre famille, il y a des divergences. Il y a des gens pour, et c'est légitime, des gens contre, et c'est légitime. Regardez les finances publiques. On a voté il y a 12 semaines. On a l'impression que c'était il y a 100 ans. Un budget, et bien ce budget déjà, il est mis en cause puisqu'on s'aperçoit que les prévisions de croissance n'étaient pas les bonnes. Donc oui, il faut faire très attention. Et puisqu'on parle de budget pour 2026, le ministre de l'économie annonce qu'il va falloir trouver 40 milliards d'euros supplémentaires. Effort supplémentaire demandé aux Français. Alors il dit pas de hausse d'impôt sur les classes moyennes et sur les entreprises. Oui,
mais économie budgétaire et croissance. C'est ce qu'il dit. Oui, il va falloir faire des économies budgétaires. Est-ce qu'on les fait, ces économies budgétaires? Comment on peut s'en sortir? Vous savez qu'on n'a plus de marge de manœuvre, et c'est pour ça que la France est très très exposée par rapport à ses voisins. C'est simple, il faut dépenser moins, on dépense beaucoup trop. Il faut dépenser mieux, il y a des dépenses qu'il ne faut plus faire, qui sont inutiles. Et il faut surtout travailler plus. Il faut travailler plus, Monsieur Bourdin. Si vous travaillez plus, vous créez plus de richesses. On considère que si nous avions le même taux d'emploi qu'en Hollande, la moitié du déficit disparaîtrait. Donc, il y a 5 millions de chômeurs dans ce pays, et je ne connais pas une seule entreprise, un seul hôpital, un seul EHPAD, qui vous dise pas, un seul artisan qui ne vous dise pas, je cherche du monde, je veux embaucher et j'y arrive pas. Et pourtant, il y a 5 millions de chômeurs. Si nous travaillons plus, nous résolvons une grande partie de notre problème. La France, quand vous prenez le nombre d'heures travaillées en France, vous le divisez par le nombre de gens en âge de travailler, c'est le pays de l'OCDE qui travaille le moins. Donc la solution, c'est pas d'augmenter les impôts, c'est bon, il faut plus augmenter les impôts, on est au max. Il faut baisser les dépenses et travailler plus. Bien, la présidence LR, vous soutenez Bruno Retailleau, absolument, depuis le début. C'est très clair. Son rival, Laurent Wauquiez, s'agite et il propose... il fait campagne. Il s'agite, il fait campagne, oui, mais il s'agite. Il s'agite en faisant des propositions qui sont déroutantes. C'est pas moi qui le dis, c'est Bruno Retailleau. Notamment ce fameux Guantanamo à la française pour les OQTF à Saint-Pierre et Miquelon. Déroutant, dit Bruno Retailleau. Quel mot employez-vous ce matin ? Bon, pareil, mais en vous disant deux choses quand même. C'est évidemment pas la proposition que nous aurions faite. Mais premièrement, dans cette campagne, moi, je me suis imposé de ne jamais dire du mal d'aucun membre de mon parti. Et deuxièmement, Wauquiez, il fait campagne, donc il a des arguments de campagne. Ce sont ses arguments de campagne. Chacun jugera. C'est ça l'avantage des campagnes. C'est ça l'avantage des campagnes. C'est que vous avez jugé. Chacun vous avez choisi Bruno Retailleau. Pourquoi ? Parce que par rapport à Laurent Wauquiez. C'est quelqu'un qui a fait travailler un groupe au Sénat, qui était un groupe très divers. Or, la droite, elle est diverse. Il faut bien comprendre que la droite, il y a des fédéralistes, il y a des souverainistes, il y a des libéraux, il y a des gens qui sont pour le plan. J'aime chez Bruno Retailleau cette capacité à faire travailler des gens très différents. Bien. Est-ce que le futur président LR devrait être candidat à la présidence de la République ? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Écoutez, je veux dire, la campagne, la présidentielle, c'est dans 5 siècles. Vous voyez. Souvenez-vous, il y a un an, vous aurez dit Bruno Retailleau est ministre de l'Intérieur de François Bayrou et d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous y auriez cru ? Non. Bien entendu. Donc on voit bien que les choses évoluent tellement que bien malin qui candidat unique quand même de la droite et du centre. En revanche, il faut que la droite et le centre comprennent que si ils sont 10 à y aller, puisque c'est à peu près le chiffre actuel que je peux lister, une dizaine. En fait, ils ne seront pas au second tour. Donc il faudra de toute façon un moyen de départage de tous ces gens. Et ce moyen de départage, je sais que c'est freudien à droite, il faut plus en parler, mais je vous le dis, ça s'appelle une primaire ouverte. Quand vous faites une primaire ouverte, eh bien, vous n'avez qu'un seul candidat à l'élection présidentielle. Et la dernière primaire ouverte, c'était celle qui a fait gagner Fillon. Fillon n'a pas perdu à cause de la primaire, il a perdu à cause de ses costumes, ce qui est quand même tout à fait différent. Bruno Retailleau, qui souhaite que l'acquisition de la nationalité française pour un enfant né de parents étrangers ne soit plus automatique à la majorité. Vous aussi ? Oui, absolument. On voit bien que la question de pourquoi on devient français, ça doit être une adhésion. On ne devient pas français par automaticité administrative. On devient français parce qu'on le souhaite, parce qu'on s'engage dans un processus qui est celui d'adhésion à un pays qui a une longue histoire. Et tout ce qui est automatique, moi, m'irrite parce que la France, elle se désire. Je voudrais terminer avec Donald Trump, Philippe Juvin. Le protectionnisme. Là, il fait le programme de l'LFI. D'ailleurs, Trump a le programme de l'LFI. Même aussi de Marine Le Pen. Bien sûr, oui. Le protectionnisme défendu par Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon est-il une solution ? Que les gens comprennent, quand vous augmentez les barrières douanières, c'est-à-dire les tarifs, comme LFI le souhaite, ou comme M. Mélenchon le fait, ou M. Trump le fait, qui paye finalement ? C'est le consommateur. Si ma chemise fabriquée en Chine... Oui, mais c'est séduisant de dire, on va acheter ce que l'on fabrique en France. Mais vous fabriquez beaucoup de chemises en France, vous fabriquez beaucoup de consoles, vous fabriquez beaucoup de téléphones en France. On n'en fabrique plus à cause de la mondialisation. Et donc ça signifie que si demain vous augmentez les tarifs, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que le prix de la chemise va augmenter ou est-ce qu'on va rouvrir des usines de chemises ? Le prix de la chemise va augmenter. C'est le consommateur qui paye. Il faut bien comprendre, c'est toujours lui qui paye à la fin.
Et c'est le consommateur qui sera victime? Oui, et puis je vais vous donner un deuxième exemple. Boeing. Oui. Boeing, société américaine quand même. Vous vous rendez compte que les composants des Boeing sont fabriqués dans 40 pays. Ça signifie que Trump va taxer les composants de Boeing et c'est Boeing qui finalement va payer. Donc c'est non seulement le consommateur, mais aussi la société nationale que l'on entend protéger qui finalement paye la note. Est-ce que l'autisme est une épidémie, comme le dit le ministre américain de la Santé? Une épidémie, c'est une maladie infectieuse, etc. Non, en revanche, il y en a... Il y a une recrudescence du nombre de cas. C'est ce qu'on dit. Alors honnêtement, ce n'est pas ma spécialité, donc je ne vais pas m'amuser à vous raconter les choses. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a on les voit, il y a plus de cas que l'on voit. Oui. Est-ce que c'est lié au fait qu'on les détecte plus ou pas? Je l'ignore totalement et je vais sûrement pas m'engager sur un débat scientifique que je ne maîtrise pas. Bien, merci beaucoup Philippe Juvin d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Vous réagissez à tout ce que vous venez d'entendre, ce n'est pas compliqué. 0826 300 300, vous serez avec Patrick Roger juste après les infos de 9h.